C'est une étude sur l'hygiène inclusive. On a interrogé plus de 11 000 personnes sur 11 pays. Aujourd'hui, 93% des personnes qui ont des besoins spécifiques sont invisibles. Mesdames, Messieurs, chers républicains, bonjour, bienvenue sur le plateau de Place de la République. Votre magazine est le seul magazine qui fait le plein de témoignages, de retours d'expériences et d'actu consacrés à vos beaux métiers de l'environnement de travail et de l'immobilier d'entreprise. Aujourd'hui sur mon plateau, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Descours, dirigeant de Lily for Life. Bertrand, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Manuel Martins, qui est directeur adjoint environnement de travail France chez Danone. Bonjour Manuel. Bonjour Lionel. Jérôme Mingaz, responsable des ventes pour Torque et City. Bonjour Jérôme. Bonjour Lionel, bonjour Bienvenue. à tous. Et enfin Eric Nolot, directeur général de GSF. Bonjour Eric. Bonjour Lionel. Et bienvenue. Alors ensemble, nous allons aborder votre actualité, bien sûr, à chacun, celle de notre écosystème également, et nous allons débattre d'un sujet crucial, pourtant fort mésestimé, je trouve, l'hygiène inclusive. C'est tout de suite, c'est dans Place de la République. Et on démarre tout de suite avec Bertrand Descours, donc le dirigeant de Lily for Life. Bonjour Bertrand, rebonjour. Bonjour Lionel. Tu es le dirigeant cofondateur, donc en vérité, de Lily for Life, qui a reçu le trophée Torque du bien-être au travail lors des derniers trophées Work Night en début d'année. Rappelle-nous ce que propose Lily for Life. Alors, la mission de Lily for Life, c'est de développer des technologies pour accompagner les personnes dyslexiques, favoriser leur inclusion dans la société. Ok, quel type de produit ? Alors, aujourd'hui, une lampe qui éclaire le support de travail des personnes dyslexiques, des enfants comme des adultes, et à partir de janvier 2026, un moniteur, un écran qui intègre cette technologie. C'est ce qu'on voit juste derrière toi, très magnifique. La technologie, c'est quoi exactement d'ailleurs ? Alors, la technologie Lily, elle est issue d'une découverte de 2 chercheurs rennais qui ont compris que quand on est dyslexique, on a un défaut visuel qui génère un encombrement finalement lorsqu'on voit arriver 2 messages qui sont un peu trop concomitants. Et donc pour résoudre cette question de l'encombrement, on utilise une lumière stroboscopique. Et cette lumière stroboscopique, soit elle est émise par cette lampe qui est connectée et qui se règle avec un smartphone, donc on règle la fréquence au premier usage, et l'écran Lily, eh bien, il intègre à l'intérieur effectivement une électronique particulière qui fait aussi varier la luminosité des LED. Ouais. Et alors on se demandait si c'était spécifique que pour les personnes dyslexiques ou une personne qui n'est pas dyslexique peut également les utiliser sans problème. Alors oui, le moniteur oui, parce qu'effectivement on peut déverrouiller quelque part cette fonction et donc il convient tout à fait à des flex office. Il peut servir effectivement à des zones où la personne non dyslexique se connecte. Et puis si le lendemain quelqu'un de dyslexique vient du home office de la veille et se connecte et qu'il l'a paramétré, le produit va vraiment s'adapter à sa vision. Pour la lampe, elle est vraiment destinée à être réglée pour un utilisateur dyslexixique. Très bien. Alors aujourd'hui, quels sont les enjeux pour une start-up ? Vous êtes une start-up ? Absolument. Ouais. Comme Lily for Life alors. Alors, l'enjeu principal, c'est de mener notre mission. C'est-à-dire que c'est une mission à impact. Ouais. C'est vraiment d'essayer de trouver des solutions pour soulager ces personnes dyslexiques. C'est près de 8% de la population. Et comme on parle de l'espace de travail, c'est 8% des salariés. Donc c'est un enjeu important RH. Oui. Après, nos enjeux plus particuliers, c'est de réussir le lancement de cet écran qui arrive sur le marché début de l'année. Et donc de s'introduire dans les lieux de travail, dans les zones de travail, de toucher aussi les étudiants, tous ceux qui utilisent des moniteurs et des ordinateurs. Le deuxième enjeu, c'est de réussir 2 études cliniques qui sont en cours pour rationaliser les résultats de nos technologies, celle de la lampe avec des enfants, les adultes avec l'écran. Et puis enfin, le troisième enjeu, on va être au CES de Las Vegas pour présenter l'écran à son lancement en janvier. Et donc, c'est de réussir notre lancement aux États-Unis en particulier à travers Amazon. Vous êtes distribué par des revendeurs en particulier ou vous distribuez aussi en direct ? Alors, on distribue en direct. L'entreprise a un site internet, lilyforlife.com, qui commercialise la lampe et qui pré-commercialise l'écran. On est chez des distributeurs de tech, et effectivement, pour l'espace de travail, l'écran arrivant bientôt sur le marché, on est en contact avec les fournisseurs d'écrans, finalement, des entreprises.
Ouais. Alors, si tu devais rêver un peu, ça fait du bien parfois, surtout en ce moment, quel serait ton Graal dans la vie, Bertrand? Alors, mon Graal pour Lily, Oui. ça serait que ces personnes dyslexiques, qui sont toutes un peu empreintes de leurs difficultés connues à l'apprentissage de la lecture, finalement, elles rayonnent en ayant conscience de leurs forces. Et c'est un peu ce qu'on voit quand on traverse l'Atlantique, quand on va au CES par exemple. On voit des gens dyslexiques qui sont plutôt fiers en fait des capacités qu'ils ont embarquées, d'avoir créé une entreprise, d'avoir eu des idées, d'être novateurs, d'être impliqués, d'être tenaces. Et en France, c'est pas encore assez présent. Donc mon Graal, ça serait que tous les salariés français dyslexiques se disent j'ai une force et qu'ils la fassent valoir dans l'entreprise. C'est une belle mission. Merci beaucoup, Bertrand. Tu vas laisser ta place maintenant Bien sûr. à Manuel. Et c'est au tour de Manuel Martins. On dit Martins ou Martins? Les deux fonctionnent. Les deux Je fonctionnent. me reconnais à chaque fois. Oui, tu sais que c'est toi. Je sais que c'est moi. Directeur adjoint environnement de travail France, donc chez Danone. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, quelle est l'actu du directeur adjoint de l'environnement de travail France chez Danone? J'ai deux actualités fortes. Alors bien sûr, on a des bâtiments qui naissent régulièrement. Donc, on a notre nouveau siège Monde, rue Lafayette à Paris, qui vient de s'ouvrir. Oui. C'était au mois de septembre, Oui. le 8 septembre pour être précis. Ah oui, c'est tout récent. C'est tout récent. Ça s'est bien passé? Très bien. Les collaborateurs sont ravis, donc tout le monde est rentré. Les conditions de travail sont très bonnes. Oui. Et donc on a réussi ce qu'on voulait. Et donc justement, c'est une manière pour moi de parler de l'hospitality, parce que, alors chacun aura sa définition, je vais parler d'expérience utilisateur. Et donc cette expérience utilisateur, c'est vraiment l'un de mes sujets phares. Comment faire en sorte qu'on ait une expérience particulière quand on est salarié Danone et qu'on reconnaisse cette expérience, qu'on soit dans un bâtiment ou dans un autre. Et donc ça ne sera pas la même expérience qu'on soit chez Danone ou dans une autre société. Donc c'est important d'avoir comme ça des codes. Donc, harmoniser un exactement. petit peu l'expérience collaborateur au sein des différents sites. Mais comme on a 40 métiers et qu'on travaille aussi avec des partenaires, il faut faire en sorte qu'on avance sur les différents métiers à peu près de la même façon. Alors bien sûr, on travaille d'abord sur l'accueil, sur la restauration, sur les choses importantes. Oui. Mais du coup, c'est un travail, on va dire, qui va nous prendre un certain nombre d'années. Okay. Et on a démarré, donc ça c'est un projet phare. Oui. Le second, c'est l'IA. Comme dans beaucoup de métiers, oui. Tout ce qui peut faire en sorte qu'on soit plus efficace, qu'on puisse gagner du temps, qu'on puisse mieux utiliser les données. L'utilisation de la data est une chose sur laquelle je pense qu'on peut faire encore beaucoup d'efforts. Je donne toujours le même exemple, mais ça permet à chacun de voir ce qu'on pourrait faire demain. Une simple ampoule aujourd'hui communique. Et donc le fait qu'elle donne de la lumière, on sait par où vous passez. Et donc, si on sait par où vous passez, on peut en déduire où est-ce que vous allez. Et donc, si on sait que vous allez jusqu'au palier d'ascenseur, l'ascenseur sera là avant que vous appuyiez sur le bouton. Voilà. Donc, comment on fait pour faire en sorte que toutes ces choses-là, on les utilise un peu mieux? Donc, ton sujet, c'est vraiment autour de l'occupation des espaces et anticiper presque un certain nombre de services. Ouais. Essayer d'être prédictif sur un certain nombre de choses et du coup, de consommer le moins possible aussi. Parce que c'est ça l'idée. Voilà. Oui, de ressources et de temps. De ressources, de temps. Et la ressource, on sait tous qu'aujourd'hui, on pourrait consommer moins d'énergie s'il y avait un certain nombre de choses qui étaient mieux réglées. Alors j'ai vu, on le voit derrière toi, sur le site web de Danone, il y a une section spécifique pour les candidats où vous présentez les possibles futurs sites dans lesquels ils auront peut-être à travailler. C'est une démarche, j'imagine, bien pensée. Les sites participent de l'attractivité vis-à-vis des candidats? Ah oui, je le crois beaucoup. D'abord parce que l'expérience utilisateur, on le voit bien en fonction de l'empathie qu'on y a mis, en fonction de l'importance qu'on y a mis, il y a plus ou moins de taux d'occupation dans différents bâtiments. Donc c'est assez facile de se dire que puisqu'on va avoir, je ne sais pas moi, un meilleur restaurant, un meilleur accueil, de meilleures conditions de travail, eh bien on va avoir un taux d'occupation plus fort. On est nombreux à travailler sur ces aspects-là pour faire en sorte que les gens le vivent le mieux possible. C'est très intéressant. Alors je sais que c'est très difficile évidemment par les temps qui courent, mais j'avais envie de te demander, est-ce que tu as une stratégie claire
pour ta direction? C'est-à-dire, est-ce que tu sais vers quoi tu veux arriver en termes d'environnement de travail, d'expérience collaborateur, je ne sais pas, en 2030? Est-ce que tu arrives à te projeter en 2040, en 2050? Enfin, voilà, est-ce que tu as une vision? Oui. Alors, je vais le dire autrement. Ce que je sais, c'est que ça va évoluer. Et en fait, mon métier, c'est de faire en sorte d'arriver au bon endroit de service, si possible avant les autres, mais en tout cas avec l'empreinte Danone. C'est-à-dire qu'il y a un ADN particulier pour rendre le service. Comment je fais pour transformer un service qui se faisait d'une certaine manière il y a 20 ans en arrière, d'une manière différente aujourd'hui ou demain. Voilà, c'est ce chemin-là qui m'intéresse. Et donc, par exemple, quand on parle de mobilité, de ne plus avoir un véhicule de fonction, mais de travailler sur l'intégralité de la mobilité, de travailler sur un crédit mobilité. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si je parle de restauration, entre le restaurant d'il y a 20 ans et le restaurant d'aujourd'hui, avec un contact convive et, on va dire, doueur, celui qui fait la cuisine plus fort, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus tendance que ce qu'on voyait il y a 20 ans en arrière. Et je ne parle pas de l'accueil, je ne parle pas de tous ces métiers qui sont tous en train de se transformer. Et c'est quoi la tendance selon toi? C'est plus de technologie qui va permettre quoi, de gagner du temps, d'être plus efficace, ou de l'humain, plus d'humain? Ça va être différent selon les sociétés. Je travaille chez Danone, donc ce qui m'intéresse, c'est faire en sorte qu'on ait la meilleure expérience. Et la meilleure expérience, pour moi, passe par l'intelligence humaine. C'est-à-dire que je comprendrai bien ton problème. Si j'ai l'occasion de pouvoir en parler avec toi, je m'y intéresserai, je vais y accorder du temps et j'y répondrai le mieux possible. Et je pense que ce passage-là qui est de comprendre, d'être à l'écoute, d'être ouvert et ensuite de pouvoir rendre le service, c'est pour moi obligatoire. Bien sûr, si je travaillais chez Google, peut-être que j'y penserais différemment, mais c'est comme ça que je veux y penser chez Danone, et ensuite le traduire sur un service, quel qu'il soit, mais le plus adéquat. Compris, merci beaucoup Manuel. Tu laisses ta place, Bien ce sûr. beau fauteuil maintenant à Jérôme. Et place donc à Jérôme Mingaz, responsable des ventes du groupe Torc & City. Bienvenue sur le fauteuil, Jérôme. Bonjour Lionel, merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et tout d'abord, Jérôme, est-ce que tu peux nous présenter Torc en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien entendu. Donc, Torc, c'est une marque du groupe Essity, un groupe suédois. Et Torc, c'est le leader mondial de l'hygiène professionnelle, avec en particulier 3 axes de développement importants pour nous, qui sont le développement durable, les innovations, et puis depuis quelques mois maintenant, tout ce qui est hygiène inclusive. Et le motto de Torc, ce sont une meilleure hygiène pour des performances commerciales améliorées. Ah, donc vous liez directement l'hygiène et la qualité de l'hygiène avec une performance commerciale. Oui. Pour nous, c'est important que l'hygiène soit au top, puisque ça participe au bien-être des occupants. Et bien entendu, si les occupants se portent bien, généralement la productivité va avec. Ils sont heureux aussi d'être au bureau, de revenir au bureau dans ces temps de télétravail qui sont en train de changer. Oui. Donc c'est un élément important de la performance des collaborateurs et des groupes. Et tu as parlé d'hygiène inclusive, on va y revenir. Quelle est l'actualité du groupe Torc & City aujourd'hui? Alors, premier point, c'est ce guide de l'hygiène inclusive que nous venons de faire paraître, qui est ici, que vous pouvez donc retrouver sur notre site Internet. Oui. C'est le fruit d'une enquête auprès de 11 500 personnes, oui. Et elle a été réalisée sur 11 pays. Et véritablement, le but, c'est de rendre des sanitaires plus accessibles. Oui. Voilà. Ouais, on va y revenir lors de notre débat. D'autres actualités? Oui, tout à fait. Nous sommes donc la première société au monde à avoir la certification Design for All, qui est une certification EN 171, si oui, c'est toujours très poétique. Oui, c'est très joli. Donc, oui. Ça permet à tous nos distributeurs d'avoir cette certification qui est accessible par tous. Okay. C'est-à-dire que vous soyez
jeunes, plus âgés, vous aviez des problèmes d'arthrose par exemple, et bien, ces distributeurs de papier toilette, essuie-mains, savon sont tout à fait étudiés pour tout genre de public. Donc ça s'appelle Design for All. Design for All, voilà, Okay, certification européenne. Okay. Et puis la troisième actualité du groupe, c'est nous avons lancé il y a quelques mois maintenant ce que nous appelons Focus for Sustainability, qui est un site ouvert à tous qui permet d'évaluer l'empreinte carbone, l'empreinte sur l'environnement de l'ensemble de nos produits, papier toilette, essuie-mains, savon. Voilà. 2 axes forts, inclusion et RSE au sens large, car recyclage, tout à fait. Économie circulaire. Parfait. Alors, les enjeux à plus long terme, c'est quoi pour le leader mondial finalement de solutions d'hygiène ? J'imagine qu'on reste un petit peu dans la veine quand même de la RSE. Oui, tout à fait. Alors c'est l'aspect hygiène inclusif, c'est tout ce qui tourne autour du développement durable. Alors le développement durable, c'est large. Tork est en particulier connu pour mettre sur le marché des solutions qui permettent de consommer moins de produits. Donc c'est un premier axe. On a aussi un axe avec le recyclage des essuie-mains, avec notre solution Tork Paper Circle, qui nous permet de récupérer les essuie-mains et de les ramener sur notre site de production en France pour reproduire des produits Tork. Autre axe de développement important pour le groupe dans les années à venir, c'est tout ce qui est innovation, en particulier avec nos solutions connectées, puisqu'aujourd'hui nous mettons des capteurs de flux ou des capteurs dans nos distributeurs qui permettent d'évaluer les niveaux de remplissage. Donc tout ça pour améliorer l'expérience des occupants, pour s'assurer que les lieux soient bien propres et qu'il y ait toujours des consommables dans les différents distributeurs de consommables. Voilà. Vous avez des objectifs d'impact carbone. Aujourd'hui, quand je discute avec les grandes entreprises, elles ont toutes des objectifs carbone zéro à 2040, 2050. Certains sont très ambitieuses, 2035, etc. Est-ce que vous avez un objectif aussi? Oui, alors l'ensemble du groupe Essity, donc Essity c'est un groupe mondial avec des marques de grande consommation type Nana, Demacop, etc. Une branche médicale et la branche Tork. On a un objectif net zéro à 2050 pour l'ensemble des usines du groupe sur plus d'une centaine de pays. Donc voilà, ça met un peu de temps, mais parce que la taille du groupe le nécessite. Ouais. Et vous êtes sur la bonne trajectoire? Oui, pour l'instant, on est en avance par rapport à la trajectoire, puisque aussi nos objectifs sont mesurés par rapport à une société qui s'appelle SBTI, qui est bien connue, donc Science Based Target Initiative, et nous savons que nous sommes en avance par rapport à cet objectif net zéro en 2050. Bravo, merci beaucoup Jérôme pour toutes ces précisions. Il est temps maintenant pour Eric de prendre ta place. Merci. Eric Nolot, directeur général de GSF, merci de ta présence aujourd'hui. GSF, c'est quand même un des leaders de la propreté des services associés en France. Quelle est l'actualité du directeur général de GSF? Quels sont les dossiers sur lesquels tu travailles en ce moment? Alors après 63 ans de croissance organique en France, le groupe GSF vient de faire l'acquisition de l'entreprise Pénélope, qui est le leader des prestations d'accueil en France. Leader très connu, emblématique. Oui, et l'objectif, c'est bien de combiner deux savoir-faire qui font référence sur leurs marchés respectifs au sein du Soft Facilities. Ouais. Voilà. Alors c'est un projet passionnant, un projet d'assemblage passionnant, et comme tout projet passionnant, il est très très chronophage. Et l'objectif, c'est quoi derrière cette acquisition? C'est rare pour GSF, qui privilégie quand même beaucoup la croissance organique. D'abord, c'est un événement majeur pour nous, qui ne s'était jamais produit dans l'histoire de GSF. L'idée, c'est bien la combinaison, l'assemblage. Il n'est pas question de faire une digestion, mais bien de faire un arrimage entre deux marques,
deux savoir-faire, deux organisations que l'on gardera dissociées, qu'on va combiner. D'accord. L'idée, c'est de déboucher sur un acteur multiservice qui fasse référence dans l'écosystème des prestations du soft facilities. Soft facility, comme on dit. Voilà. Et puis donc, une autre actualité, nous sommes en cours de création d'une entreprise adaptée qui aura pour premier périmètre l'Île-de-France et qui viendra compléter le dispositif de notre entreprise qui vient d'être d'ailleurs déclarée Handi engagée par France Travail. Handi engagée, une politique Handi accueillante. Et donc ça vient à la fois récompenser, et cette création vient compléter le dispositif. D'accord. Voilà. L'objectif, c'était quoi? On vous demande, certains clients demandent à ce qu'il y ait une partie des prestations peut-être soit réalisées par des personnes en situation de handicap. C'est aussi un objectif, une mission que s'est donnée GSF? En fait, on s'est souvent posé la question de la création ou de la poursuite des partenariats avec les entreprises adaptées, avec lesquelles d'ailleurs on va continuer de travailler bien sûr. Et là, je pense que la rencontre avec un entrepreneur dirigeant expérimenté et militant dans le secteur du handicap nous a convaincus que l'expérience était pour nous, avec un dossier qui est extrêmement crédible, parce que reposant sur une culture, sur des dispositifs sur le handicap qui sont déjà préexistants chez GSF. Donc on s'est dit allons-y, on va être modeste, prudent, et l'idée c'est absolument pas de faire du business, mais de venir compléter un dispositif. Compris. Alors même question qu'à Jérôme qui était sur ce fauteuil juste avant toi, quels sont les enjeux à plus long terme pour GSF, pour un leader du marché de la propreté et des services associés? Alors, peu importe que nous soyons le leader, ce qui nous obsède, c'est continuer d'aller chercher de la valeur ajoutée innovante et différenciante pour nos clients, tout en maintenant la consolidation de notre modèle de proximité fortement décentralisé pour être au plus proche de nos clients et de nos collaborateurs. Et cela, c'est en continuant d'investir très lourdement dans la fidélisation et le développement de nos talents. On a la conviction forte que c'est en fidélisant nos équipes qu'on va fidéliser nos clients. Et un axe stratégique qui est corrélé à notre objectif de croissance, c'est bien de rester exemplaire sur l'ensemble de la politique et des dispositifs ESG. On a quelques actualités sur le sujet. Nous aussi, on a une trajectoire validée par le SBTI en décarbonation vers 2028. On a une démarche qui se veut décarbonée, mais décarbonante pour nos clients, par exemple. Et donc, continuer d'essayer d'être référent plus que leader dans les métiers autour de la propreté et des services, mais continuer d'être référent premium sur ces dispositifs ESG. Ça signifie qu'il faut travailler sur quoi en dispositif ESG, par exemple, pour propreté, services associés? C'est essentiellement lié aux produits, c'est lié au transport des personnes? Alors, sur la partie environnement, donc le E, on va travailler, on est d'ailleurs la seule entreprise du secteur à être labellisée achat responsable. Voilà, donc on va travailler beaucoup avec nos fournisseurs sur des produits qui ont une empreinte carbone diminuée. On va travailler évidemment, comme tout le monde, sur les produits sans phrase chimique, écolabellisés, sur la production de bases et d'acides directement sur site, avec des procédés autour de l'eau, la catalyse de l'eau, l'ionisation de l'eau, etc. Et puis on va travailler sur le cycle complet, l'économie circulaire autour de nos ensachages, autour de nos véhicules, l'empreinte carbone, l'électrification de la flotte, etc. Donc ça c'est pour le S, c'est l'essentiel de notre métier et de nos valeurs, c'est comment rester une entreprise d'inclusion, on va beaucoup en parler, qui favorise le maintien dans l'emploi, qui développe à la fois les talents et l'attractivité de l'entreprise vis-à-vis de ses talents, qui s'assure que tous les jours, les agents rentrent chez eux en pleine santé, sans avoir été endommagés par leur travail.
C'est aussi ça, l'obsession ESG. Et puis en termes de process, de gouvernance, l'obsession de la compliance, mais aussi de la cybersécurité. On a une notation très bonne en Cybervadis, par exemple, qui nous permet de revendiquer auprès de nos clients un niveau de sécurisation des datas qui est assez élevé. C'est tout ça. Bravo, merci beaucoup Eric pour toutes ces précisions. Et il est temps maintenant de passer à la revue de presse. Bien, chères républicaines, chers républicains, vous le savez, Place de la République, c'est l'émission témoignage, certes, mais aussi actu de votre écosystème Workplace. Et c'est l'heure de la revue de presse, avec un premier sujet, messieurs, qui a retenu mon attention, que j'ai appelé le bureau flex et sans papier, la fausse route. Tout ça est issu d'un baromètre réalisé par l'UFIPA, qui est l'union de la filière papetière, et Opinionway. C'est un deuxième volet de leur baromètre sur l'environnement de travail qui est centré sur les outils stimulant la créativité et la productivité. Et vous le voyez à l'écran, on y apprend que 84%, alors une bonne nouvelle plutôt, 84% des salariés estiment que leur cadre de travail influence directement leur performance et leur capacité à collaborer. C'est un beau chiffre qui ne te surprend pas, a priori, Manuel? Pas du tout. Ok. Très à l'aise avec ce chiffre. Très à l'aise. On y apprend aussi que la personnalisation du poste de travail encourage l'innovation pour 39% des répondants et renforce l'efficacité pour un tiers d'entre eux. Dans personnalisation, on trouve notamment la possibilité d'avoir ses propres articles de rangement, entre autres. Et on voit également d'ailleurs dans cette étude que le papier conserve aussi ses adeptes. 32% des collaborateurs l'utilisent pour gagner en créativité, 27% pour améliorer leur productivité et jusqu'à 38% chez les télétravailleurs qui l'utilisent plus, de manière étonnante, que les collaborateurs sur site. Donc Manuel, évidemment, quand on est DET, qu'on voit ces chiffres, on se dit quoi? Qu'avec les aménagements flex et le sans-papier, on est complètement à côté de la plaque. Alors je dirais pas ça. D'abord, je n'oppose jamais un type d'aménagement à un autre. Je pense que tous peuvent être très bons. Il suffit simplement d'abord de conduire le changement, d'écouter pour savoir comment tel ou tel service, telle ou telle organisation fonctionne aujourd'hui et l'accompagner vers un changement différent. Souvent, ce qui pêche, je pense, c'est l'accompagnement du changement. Imposer un taux de flex à une organisation, quelle qu'elle soit, c'est un très mauvais pari. En revanche, accompagner vers un taux de flex adapté, qui a été mesuré au préalable, qui est plausible, cohérent, là, je pense que c'est le bon moyen de fonctionner. Ah oui. Et c'est pareil avec le papier. Pareil. Oui. Il faut conduire le changement. Oui. Moi, par exemple, je suis très nomade, donc je me balade dans plusieurs bâtiments. Eh bien, j'ai aujourd'hui les outils qui me permettent d'avoir absolument toutes les choses essentielles sur du numérique et de pouvoir l'imprimer n'importe où avec mon badge dans n'importe quel bâtiment. Ouais. Mais quand même, moi, ce qui me surprend, c'est encore aujourd'hui, voilà, cette demande de personnalisation quand même de son poste de travail, malgré le flex, malgré l'accompagnement au changement sur ce sujet. Et puis ce chiffre quand même, qu'on se sent plus productif quand on a le support écrit, alors là sur papier. Quand on préparait, tu me disais, mais on voit aujourd'hui de plus en plus revenir les tablettes, le fait d'écrire aussi concrètement. Certains ont la mémoire aussi, qui travaille mieux quand on a écrit les choses sur papier. Ah ben moi j'adore écrire. Ouais. Et je trouve que c'est un moyen de créativité, de plaisir personnel bien supérieur aux touches d'un clavier, bien sûr. Et pour répondre un peu à tes questions, je pense qu'il ne faut pas s'interdire l'un des deux mondes. Il faut accepter une situation hybride. Et j'ai envie de dire que ça, là, une tablette comme ça, oui, j'ai vu que c'est l'hybride. J'adore écrire, mais ce que ça me rajoute en valeur ajoutée, c'est que je peux ranger mes comptes rendus ou mes idées comme si j'avais un ordinateur.
Et ça fleurit sur les bureaux et ça remplace petit à petit les cahiers. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes, je trouve. Oui. Messieurs, une réaction par rapport à ces chiffres? Oui, alors moi qui suis sur la neurodiversité sur le sujet de la dyslexie, je peux attester qu'il faut effectivement s'adapter parce qu'on a des profils différents dans l'entreprise et quelqu'un qui est dyslexique, je pense qu'il appréciera effectivement de poser les idées sur la table et peut-être pas en mettant plein de phrases, mais en mettant des schémas, des graphiques, des choses très visuelles. Oui. Jérôme? Je suis d'accord, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, c'est le système hybride. Il y a des gens qui préfèrent toujours le papier, d'autres qui préfèrent l'ordinateur. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, par rapport au télétravail, retour... et à la personnalisation. La personnalisation de son poste de travail, toujours. On sent, malgré le flex, malgré l'accompagnement, il y a quand même besoin de se retrouver à son propre poste de travail. Ouais, alors ça m'étonne pas, mais ça crée de sacrées difficultés pour les patrons de l'environnement de travail, puisque la plupart des bureaux aujourd'hui sont en flex, donc qui ne sont pas faits pour être dédiés à une personne en particulier. Fait du clean desk. Par exemple, après, le vrai flex n'existe pas autant qu'on le dit. Souvent, c'est un flex déguisé, c'est-à-dire qu'en fait, on a 7 bureaux pour 10 personnes, mais on s'assoit tout le temps à la même place. On a ses habitudes. Et c'est une manière de le personnaliser, sans y mettre de cadre forcément, mais on a ses repères avec le rangement qui est toujours au même endroit. Et puis voilà, donc les repères, c'est quelque chose de très important. Et je pense aussi que le travail sur l'expérience utilisateur, le fait d'être reconnu quand on arrive dans un bâtiment, le fait de reconnaître ses collègues, ça aussi, ça participe et ça fait que le bureau est peut-être un peu moins important que le reste. Ce que certains appellent le flex fixe. Voilà. Allez, deuxième actu, l'amitié. On va parler amitié, on va parler des amis, l'amitié au travail, levier d'engagement. Comment la favoriser? Est-ce qu'il faut la favoriser? Selon plusieurs études donc citées par My Happy Job, la présence d'un meilleur ami au bureau se révèle être un facteur clé de bien-être et de performance. D'après l'Institut Gallup, les salariés disposant d'un lien d'amitié fort au travail sont 7 fois plus engagés, 50% plus enclins à rester dans leur entreprise, donc un attachement à l'entreprise, et déclarent un niveau de satisfaction supérieur de 36% par rapport à ceux qui n'ont pas de relation privilégié. Est-ce que c'est un sujet qui vous surprend? Comment on fait pour favoriser l'amitié au travail? Tiens, on va demander à un DG, un directeur général. Est-ce que tu t'occupes aussi de ça, des amis au travail? Alors, je m'occupe peu de l'amitié créée au travail. En revanche, je suis soucieux de la complicité créée au travail. Je pense que la complicité, c'est le résultat d'une confiance créée, d'une atmosphère portée par le management qui est au cœur de ces notions. Donc la qualité du management va créer des valeurs de respect mutuel, de bienveillance, donc de confiance, et va être chargée de créer déjà, c'est le premier point, la cohérence au sein d'un groupe. C'est quoi la cohérence? D'abord, tout ce qui est relié à l'équité entre les uns et les autres, le sens de la position de chacun par rapport aux autres et de l'objectif. Quel est l'objectif que nous avons en commun? Et puis derrière la cohérence vient la cohésion. Et quand on va chercher la cohésion, là, on va chercher toute la qualité de la réciprocité, faire en sorte qu'on soit tous clients réciproques les uns des autres dans l'entreprise et créer le plaisir qui précède peut-être l'amitié, mais en tout cas le plaisir de se retrouver pour travailler efficacement ensemble. Mais en revanche, le point d'orgue de tout ça, c'est le management. C'est la qualité du management. Donc avoir la bonne personne au bon endroit et en forte proximité de ses collaborateurs, c'est absolument essentiel pour favoriser tout ça. Donc bon, voilà, on n'est pas sur l'amitié, mais on est quand même sur un socle relationnel qu'il faut c'est-à-dire que ça se décrète travailler. pas. Ça se décrète pas, ça mais s'obtient, ça se mérite, mais ça se décrète pas. Confiance, management,
Cohérence, d'accord avec Oui, tout oui, ça. absolument. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Oui, à un moment où on a envie de travailler moins et où les retraites et les âges de départ à la retraite sont en question, moi je trouve que c'est un bon moyen de positiver le travail et de se dire que c'est aussi une voie d'émancipation. Quoi. Ouais. Mais on ne vous demande pas de faire de plus en plus quand même aussi d'animation, de possibilités de sortir aussi un peu du bureau. C'est un peu aussi fait pour ça, non? Pour créer des relations qui vont un peu au-delà de ce qu'on peut trouver sur un lieu de travail. Moi, je ne crois pas qu'on nous demande de sortir du bureau. Je crois qu'on nous demande de faire en sorte que le bureau soit le plus agréable possible pour y travailler. Moi, c'est le terme favorisé qui est... faut savoir comment on le traduit. Oui. Ça me rappelle un débat qu'on a eu quelques années en arrière sur le bonheur. Je ne suis pas responsable du bonheur de mes salariés. Je suis responsable de leur bien-être. Et cette limite est importante. Je remettrai aussi beaucoup l'accent sur le rôle du manager, qu'il soit bienveillant, qu'il soit équitable, qu'il soit en charge de faire en sorte de faire évoluer la personne dans le bon sens au niveau professionnel. Mais on sait tous que l'équilibre personnel-professionnel est hyper important pour l'équilibre de chacun, que l'amitié, vous le reconnaîtrez, il y a quelques années en arrière, on en parlait plutôt dans le cercle personnel. Et donc, je ne vois pas pourquoi on essaierait de le mettre dans le cercle professionnel, à partir du moment où cet équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, est maintenu. Donc c'est le terme favorisé sur lequel j'ai du mal. Je ne suis pas sûr qu'il faille le favoriser. Il faut faire en sorte d'être de bons managers, de faire en sorte qu'ils puissent évoluer de la meilleure façon qu'ils soient. Bon. Jérôme, pas de BFF au bureau? Alors, moi, le terme que j'aime ici, c'est engagé, puisque l'engagement, c'est une des 4 valeurs du groupe eCity. Donc, tout ce qui va en faveur de l'engagement, je dirais, je suis pour. Et ce retour aussi que l'on veut au bureau fait partie également de l'engagement. Parce que c'est beaucoup plus facile d'engager le personnel lorsqu'ils sont ensemble que lorsqu'ils sont disséminés ou à travers des écrans d'ordinateur. Donc c'est crucial. Très bien, dernier sujet que je voulais vous soumettre, c'est le reflux du télétravail. Et oui, et je me demandais quels impacts ça pouvait avoir pour des directions de l'environnement de travail, pour leurs partenaires du quotidien. On voit ce sondage européen 2025 sur l'opinion des entreprises utilisatrices de bureaux. Il a été mené par CBRE. On voit donc une pression accrue pour une présence plus forte au bureau. En moyenne, les entreprises visent 3,2 jours de présence hebdomadaire, alors que la fréquentation réelle aujourd'hui plafonne à 2,6 jours. Parallèlement, on voit que le flex office s'impose comme une norme. Désormais, 72% des organisations y ont recours. Ratio moyen 0,7 postes par collaborateur. Alors c'est en forte hausse par rapport à 2022, on était à 0,9. Mais moi j'entends dans les derniers projets des chiffres bien inférieurs à ce ratio, beaucoup plus agressif. Certains diront. Manuel, une fois qu'on a rationalisé les espaces en flex en se projetant sur 3 jours de télétravail par semaine, 2 jours sur site, et que, boum, on bascule à 2 jours de télétravail, 3 jours sur site, voire plus, quelles conséquences ça a pour un directeur de l'environnement de travail? Alors moi, je ne le vis pas, ça. Okay. Ce que je vis, c'est... Nous, on n'a pas changé, on a toujours 2 jours de télétravail depuis avant Covid. L'impression que ça me donne, vu de ma fenêtre, c'est qu'en fait, on commence à maîtriser l'utilisation du télétravail. C'est-à-dire que c'était imposé les premières années en 2020-2021 pour des raisons sanitaires. Depuis 2022, on a commencé à mieux l'appréhender pour les managers, pour les RH, pour les salariés. Et aujourd'hui, on est sur une phase de maturité. C'est-à-dire qu'on est capable de se dire, cette semaine, je ne vais pas utiliser le télétravail parce que je dois être présent pour un projet qui le demande. En revanche, la semaine prochaine, peut-être que je vais l'utiliser à bon escient, parce que je vais avoir besoin de me concentrer, que la meilleure manière pour moi de me concentrer, c'est chez moi. Et donc, je vais pouvoir faire un travail de fond, en confidentialité en plus, etc., etc. Donc, c'est plutôt comme ça. C'est cette maîtrise de l'utilisation du télétravail. Et puis aussi, le fait que beaucoup d'entreprises ont travaillé sur l'amélioration des conditions de travail dans les bureaux. Et l'amélioration des conditions de travail dans les bureaux fait que, naturellement, les salariés y reviennent parce que c'est le meilleur endroit pour y travailler. Mais
pas de problème, à ton avis, après, d'occupation, le fait d'avoir rationalisé et d'être passé en flex? Est-ce qu'on se retrouve avec plus de monde que prévu lors des pics, notamment? Alors c'est toujours pareil, c'est comment on l'a travaillé. Donc si on est très offensif, moi je suis comme toi, j'ai entendu certains chiffres à 0,5, 0,6. Oui, absolument. Je me méfie de ces chiffres-là parce que tout dépend de quelle population on parle. Si on parle de consultants, bon, effectivement, je ne vois pas trop le problème, ça devrait pouvoir fonctionner. Ouais. Si on parle de comptables, faut qu'on m'explique comment on en est arrivé là, mais à partir du moment où le change est bien fait, à partir du moment où on a bien préparé ce projet, et ça met longtemps, hein, je tiens à le préciser, un projet de change vers du flex, c'est 18 à 24 mois. Et donc, si on est clair sur la raison d'être de ce projet, comment on l'a accompagné et comment on y parvient, eh bien, je pense que ces chiffres-là ne sont pas du tout étonnants. Un 0,7, c'est plutôt du flex maîtrisé. Oui. Et donc, un directeur de l'environnement et du travail arrivera très bien à appréhender ces chiffres dans ces conditions-là. Oui. On l'a bien préparé, on l'a bien mis en place, et donc les personnes sont prêtes à travailler avec cette organisation-là. Jérôme, Eric, est-ce que vous le ressentez, en tant que partenaire des directions de l'environnement de travail, sur certains peut-être, avec certains de vos clients, vous dites, tiens, là, il faut passer plus souvent, il y a plus de consommation, il y a un retour des salariés sur les sites, ça nécessite d'adapter parfois les contrats? Oui, on a cette perception relative à l'évolution, mais c'est très différent en fonction des clients. Ce qui est en revanche vraiment unanime, c'est le focus à l'intérieur de la consultation. Pour nous, de la remise d'une offre, c'est le focus placé sur l'attractivité des lieux et l'attente d'un supplément d'âme sur le pilotage de l'ensemble des prestations. Un supplément d'âme qui s'appelle pour certains Hospitality Management, qui de toute façon, c'est commun à tous, contient un peu de code d'hôtellerie, c'est-à-dire un peu plus d'écoute, c'est-à-dire un peu plus d'anticipation des attentes, c'est-à-dire un peu plus de dialogue avec les visiteurs et les occupants pour favoriser ce bien-être serviciel, pour favoriser le confort des locaux et au final, l'envie de revenir. Ça, on le sent très fortement. C'est pas juste imposer un retour au travail, c'est aussi améliorer l'expérience sur le site, sur le lieu de travail. Comme le dit Manuel, il faut augmenter la note d'expérience collaborateur quand il vient sur son lieu de travail. Ouais. Et pour nous, quelle valeur ajoutée peut-on apporter pour aider à ce gain en attractivité du lieu social que doit redevenir le lieu de travail. Ouais. Jérôme, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, un retour au travail. On vise, dans l'étude, les entreprises visent 3,2 jours de présence hebdomadaire. On n'était pas là. Oui, potentiellement, c'est plus de consommables, mais je pense que le sujet, c'est davantage que le reflux du télétravail, c'est pas linéaire. Je pense que le challenge aujourd'hui d'un directeur de l'environnement de travail, c'est que les occupants, le nombre d'occupants n'est pas le même jour après jour ou heure après jour, et c'est vraiment difficile de savoir ce qui va se passer. Donc l'avantage de solutions en partie connectées, d'avoir des capteurs dont je parlais tout à l'heure, permet aussi d'être beaucoup plus réactif pour des entreprises de propreté en particulier et s'adapter à la demande sur un site. Et aller nettoyer là où il faut aller nettoyer et ne pas les nettoyer là où il n'y a pas eu de passage en particulier, et puis éviter des ruptures de consommables et puis améliorer globalement la satisfaction des occupants. Ouais. Voilà, c'est un débat entre spécialistes de l'occupation des espaces de travail, Bertrand. Oui, absolument. Bon. Mais je retiens l'élément du management qui a appris différentes configurations de travail et qui doit du coup l'adapter. Quand on collabore, on est sur site et on voit ses collègues. Quand on se concentre sur un sujet particulier, plus individuel, on peut être chez soi. Absolument. Merci beaucoup, messieurs, pour cette revue de presse. On se retrouve tout de suite pour le débat sur l'hygiène inclusive. Place au débat de notre émission Place de la République. Et pour ce débat, nous avons souhaité aborder le
thème très peu traité jusqu'à présent de l'hygiène inclusive. Et ça tombe bien parce que, rappelons qu'il y a une journée mondiale des toilettes, n'est-ce pas, Jérôme? Et c'est le 15 novembre. 15 novembre. Samedi. Ouais, une journée mondiale des toilettes. Et alors, pourquoi il y a aussi cette journée mondiale? C'est parce que, tout simplement, il y a des problèmes d'accès aussi à l'hygiène qui peuvent se poser dans de nombreux pays et de nombreux endroits, même dans notre pays d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs réalisé une étude sur ce sujet, Torquay City, qui s'appelle « Comment concilier l'accès à l'hygiène pour tous et les besoins spécifiques de chacun ». Un mot sur cette étude. Pourquoi avoir ressenti le besoin de faire une étude d'ailleurs? Alors, effectivement, donc c'est une étude sur l'hygiène inclusive où on a interrogé plus de 11 000 personnes sur 11 pays. Et pourquoi nous avons voulu faire ça? C'est véritablement pour éclairer les consciences. Puisque aujourd'hui, 93% des personnes qui ont des besoins spécifiques sont invisibles. Donc en gros, il y a 7% des gens qui peuvent être en fauteuil roulant, on les voit, mais il y a 93% des gens qui peuvent avoir des besoins spécifiques qu'on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que j'entends par besoins spécifiques? Oui. Ça va être des besoins liés à l'âge, des besoins liés à la maladie, des besoins liés à l'accessibilité parce que accident de vie ou situation de vie. Oui. Donc c'est tous ces besoins que l'on ne perçoit pas, et généralement la majorité des gens n'en parlent pas. C'est ça que cette étude nous a permis de réaliser, ouais. Et on dit juste, voilà, il faut aller au-delà de ce qui est visible, oui. Afin de satisfaire le plus grand nombre, et en particulier en matière d'hygiène, que ce soit dans les sanitaires ou de manière plus globale dans l'entreprise. Oui. Alors c'est vrai que cette étude, elle porte sur les toilettes hors domicile, ce qu'on appelle les lieux d'hygiène hors domicile, c'est-à-dire tous les sanitaires qu'on peut trouver dans les magasins, dans les bureaux, évidemment, ou sur les lieux de travail, ou dans la rue. Alors tout à fait, c'est une étude globale, mais elle touche l'hygiène dans les bureaux, puisque l'on sait qu'aujourd'hui, 45% des plaintes sont liées aux sanitaires. Donc pour un patron de l'environnement de travail, c'est un sujet. Ouais. Pour les entreprises de propreté, c'est également un sujet à prendre en compte. Ouais. Et on imagine toujours que voilà, les problèmes d'hygiène ou de propreté, c'est dans les lieux publics, mais il y a véritablement un enjeu dans les bureaux, oui. Et qui rejoint ce que je disais précédemment, puisqu'il y a tout un tas de handicaps, oui. Ou de maladies ou d'appréhensions qui sont non visibles. Mais alors, je croyais que c'était très encadré dans les bureaux, plus peut-être que les lieux d'hygiène qu'on peut trouver dans la rue ou dans les magasins. Et pourtant, il y a quand même des milliers de salariés qui, chaque jour, ont des barrières d'accès à l'hygiène, y compris sur leur lieu de travail, parce que tu le disais, la majorité des handicaps ne se voient pas, les gens ne se déclarent pas forcément. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre d'ailleurs dans l'étude à ce sujet, concernant les bureaux ? Je vais prendre un certain nombre d'exemples, parce que oui, tu as raison, c'est encadré, mais le fait d'avoir des savons oui. Hypoallergéniques, c'est pas encadré. Le fait d'avoir un distributeur de savon qui soit facile à utiliser, ce n'est pas également encadré. 57% des Français plébiscitent les distributeurs d'essuie-mains en papier sans contact. Oui, voilà. Alors, les distributeurs sans contact. Ouais, alors c'est plébiscité, et en fin de compte, vous allez dans beaucoup d'endroits où il y a des essuie-mains ou des sèche-mains à air qui sont bruyants.
qui sont aussi pas forcément la meilleure des solutions pour l'atmosphère. Oui. Et on voit également, selon les pays, et les pays le plus avancés en termes d'hygiène, on tourne vers les États-Unis en particulier, où les sèche-mains électriques existent très peu. On est plutôt sur de l'essuie-mains en papier. Donc c'est ce qui est plébiscité aux États-Unis, et on le voit bien aussi par les Français. Voilà, dans votre étude, on le voit, 35% estiment que le savon hypoallergénique est indispensable, 34% des personnes que vous avez interrogées souhaitent disposer de désinfectants sans alcool, adaptés aux peaux sensibles. Donc on n'est pas sur quelques pourcents, on est quand même sur tout de suite des milliers de personnes, quoi. Nous sommes sur des millions de personnes. Les personnes qui souffrent d'eczéma, c'est assez courant. Après, il y a des maladies telles la maladie de Crohn, par exemple, ou la maladie de Verneuil, qui sont bien spécifiques. Et pour ces maladies, il faut avoir accès à des sanitaires propres. Et en particulier des solutions qui sont relativement simples, comme accès à des désinfectants pour la cuvette des sanitaires. Solutions simples, mais qu'on ne voit pas forcément partout dans tous les bureaux. Oui, absolument. Alors, comment est-ce que les entreprises se sont emparées de ce sujet ? On va le voir déjà avec toi, peut-être, Manuel. Pour mémoire, d'ailleurs, il faut rappeler que tu as été un des pionniers de ce qu'on a appelé le travail en journée, parce que dans votre étude, il y a aussi des chiffres qui concernent les agents de propreté et de nettoyage. Et donc, je rappelais que tu avais été un des pionniers de la mise en place du travail en journée pour les agents de propreté. C'était il y a déjà... 2009. Enfin, l'étude a débuté en 2008 et la mise en place en 2009. Voilà, donc plus d'une quinzaine d'années. Et alors, ça me faisait réagir parce que j'ai vu sortir la semaine dernière une étude de la Fédération des entreprises de propreté qui montrait qu'il y avait encore du chemin à parcourir sur ce sujet. Seulement 8,5% des marchés publics de propreté publiés en 2024 dans le tertiaire, nous sommes d'accord, oui. Eric, pour la partie bureau, mentionnent le travail en journée. 8,5%. Moi, ça ne me surprend pas. Ah bon ? Non, ça ne me surprend pas, et je pense que Eric le confirmera. Souvent, les donneurs d'ordre demandent aux partenaires, et là, en l'occurrence aux prestataires, de lancer le projet. Ça doit être d'abord un projet d'entreprise. La raison pour laquelle je l'ai mis en place, la raison d'être du projet, c'est quand même moi qui l'ai rédigé au départ. Je savais pourquoi je le faisais. Encore une fois, on était sur un rapport qui permettait à chaque collaborateur de pouvoir dire « j'ai un souci de propreté à tel endroit, j'ai un souci de réaménagement et donc ça sera l'occasion de faire la poussière, etc. » Ou alors « j'ai un souci dans les sanitaires ». Et donc, il faut un passage plus régulier. Ça tombe bien, la personne est en journée, donc on peut imaginer d'avoir des passages beaucoup plus réguliers. Donc, tous ces problèmes de remontée d'insatisfaction, moi, j'ai arrêté d'en avoir en 2009. Mais complètement, hein. J'ai plus du tout de problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très simple de s'adresser à l'agent de propreté que vous connaissez. Oui. C'est-à-dire qu'elle connaît votre prénom, vous connaissez le sien. Et depuis 2009, on a les mêmes agents de propreté. Ah oui. Ce sont les mêmes. Ah oui. Et donc GSF est très bien placé pour en parler, parce que la grande partie d'entre eux sont chez GSF. Ah, donc du coup, c'est un accompagnement continu, et c'est aussi notre rôle de client, de faire en sorte qu'on évolue avec eux sur la notion de service. Et alors, au-delà du travail en journée, est-ce que tu as travaillé sur d'autres dimensions d'inclusion relatives à ces lieux spécifiques que sont les sanitaires, mais qui sont quand même peut-être le lieu le plus utilisé par tous les collaborateurs dans la journée. Alors, au travers de l'hospitality, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'être en confiance avec l'occupant pour faire en sorte qu'il y ait des choses qui remontent. Voici ce dont j'aurais besoin. Alors, par exemple, dans les sanitaires, ce qui est ressorti, c'est la possibilité de pouvoir... On y va souvent avec son ordinateur ou un bloc papier ou un bloc électronique. Et donc, le poser sur l'évier, c'est pas terrible. Donc, du coup, on a comme ça des pockets qui permettent de poser... On a déjà tout le reste. Hein. Donc, l'essuie-cuvette, enfin voilà. Donc, tout ça est plutôt... Et puis, c'est tout le temps propre parce que, bien entendu, on fait en sorte que le passage, il soit lié
à la fréquentation des espaces. Donc on n'a pas ce souci-là, on n'a pas cette problématique-là. Donc du coup, c'est plutôt ce qui est remonté. Mais si je reviens maintenant à ces... Tu as eu des sujets justement de demande particulière liés à la propreté. Jérôme parlait des personnes qui peuvent souffrir d'un handicap qui ne se voit pas, de maladies de peau, de maladies digestives. Mais pas sur les sanitaires. J'ai envie de dire que le directeur de l'environnement et du travail, ce que vous avez inscrit là, ne m'étonne absolument pas. Qu'il y ait moins de chimie dans les produits, Eric pourra l'attester également, on est tous en train d'essayer de le faire, puisqu'on sait tous que c'est le meilleur moyen, qu'il y ait moins de formaldéhyde. Et les formaldéhydes, c'est la qualité de l'air, donc c'est la santé de chacun. Donc tout ça, c'est des travaux qu'on fait déjà depuis un bon moment et qu'on essaye de travailler. Il y a des tas de choses qui ont été très bien faites avec de l'eau, ionisée. Il y a plein d'expériences qui ont plutôt bien fonctionné. Donc il y a moins de chimie. C'est un travail de fond qui fonctionne depuis un moment. Donc ça ne me surprend pas du tout. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui est paru dans la presse des articles sur les conditions de travail des agents. Et donc c'est plutôt sur les conditions de travail des agents, je pense qu'il faut mettre l'accent, parce que je pense qu'on a beaucoup fait sur les conditions d'hygiène des occupants, peut-être pas partout, mais je pense que si on veut le faire, en tout cas, on a la possibilité de le faire. Transition parfaite. Voilà. Parce que justement, dans l'étude, il y a aussi des éléments qui concernent les agents de propreté, nettoyage. 36% notamment pointent le comportement irrespectueux des utilisateurs comme principal défi. Et 92% estiment que l'accessibilité physique universelle, donc faire en sorte que l'accès inclusif soit le plus large possible, c'est une composante essentielle de leur propre environnement de travail à eux, agents de propreté qui, des fois, doivent ouvrir des portes, beaucoup, pousser des chariots, etc. Bon. Est-ce que vous avez travaillé, vous, particulièrement chez GSF, cette dimension d'inclusion, y compris pour vos agents ? Alors, dans certains secteurs d'activité, oui. Par exemple, dans l'aéroportuaire, où on a eu, dans certains cas, été confronté à une priorité absolue de nos clients autour de la qualité des toilettes, comme à plus fort impact de dégradation de la note passager dans leur parcours au sein de l'aéroport. Bref, on s'est rendu compte que la dégradation du matériel, l'absence de produits et les odeurs étaient quelque chose qu'il fallait régler et on a effectivement, à la fois en termes d'organisation, de produits, de démultiplication des niveaux de maintenance à associer aux problématiques liées aux toilettes, ça a permis de résoudre les problématiques que rencontrait le client et d'améliorer la note. Donc, en fait, à chaque fois, c'est un vrai projet partenarial entre un prestataire et un client où il faut comprendre les habitudes, les populations. Mais là, on n'est pas sur des occupants ou des visiteurs, on est vraiment sur des gens qui traversent dans leur parcours l'aéroport et qui sont issus de tout type de population et qui vont laisser leur marque finalement ou pas dans les toilettes. Donc à nous, prestataires, d'en tenir compte. Là, il y a un vrai sujet aussi d'inclusion pour le coup, parce que un aéroport, ça va passer des millions de personnes et donc potentiellement, on l'a vu, des gens qui ont des handicaps qui ne se voient pas. Oui, tout à fait. Bon. En parlant de sujets d'inclusion, Bertrand, alors, l'inclusion, c'est au cœur de la mission de Lily for Life. Alors, ça m'intéressait évidemment que tu sois sur ce plateau parce que l'inclusion, c'est souvent un sujet, quand on en parle, de balance aussi entre la majorité de la population et puis les soucis particuliers que peuvent avoir certains en termes de santé ou des handicaps qui ne se voient pas, ou une particularité. Et donc, parfois, il y a un souci d'acceptabilité aussi, parfois un souci de coût,
Il faut quand même aussi le dire, ça peut avoir évidemment des coûts. Donc entre expression ou au contraire souhait de cacher sa spécificité, certains veulent pas forcément dire qu'ils souffrent d'un handicap particulier. Donc on est sur un sujet personnel, sensible. Donc toi, tu interviens sur le sujet de la dyslexie. Est-ce que tu es confronté, comment tu en parles vis-à-vis de dirigeants, vis-à-vis de DRH, le directeur de l'environnement de travail, sur ce sujet, quand tu viens leur dire c'est important de pouvoir offrir une lampe, un écran qui soit adapté pour des personnes qui peuvent être dyslexiques, qu'ils le disent ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il faut le dire ? Alors oui, moi je pense qu'il faut le dire, mais avant de le dire, il faut que tout le monde ait conscience que c'est un atout. Que c'est un atout pour l'entreprise. La neurodiversité, la dyslexie, c'est un ensemble de forces et pas immédiatement tout de suite une faiblesse comme on le voit souvent dans le système d'apprentissage, d'éducation. Donc s'il y a une conscience collective des managers, du management exécutif de l'entreprise, qu'il y a des profils qui peuvent être vraiment intéressants à exploiter, entre guillemets, de la meilleure manière qu'il soit, eh bien, en fait, ça va être naturel et du coup, les personnes concernées vont avoir envie d'en parler, vont avoir envie d'être équipées, et puis l'équipement qui peut amener effectivement des investissements, finalement, va paraître être un investissement précieux pour la performance de l'entreprise, plus que de se dire « Ah, pour inclure quelques personnes, il va falloir que je paye ». Donc, c'est ça la clé d'entrée, c'est de se dire, une entreprise qui inclut des singularités et qui les fait valoir auprès de pour la performance de l'équipe, en fait, c'est une entreprise qui gagne. Tu me disais aussi, en préparation, qu'il y avait des pays, il y a des cultures qui étaient plus ouvertes, alors, je ne sais pas s'il faut dire décomplexées, je ne sais pas quel est le sujet exactement. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces pays ? Ce qui se passe, c'est que dès l'apprentissage, si on parle à nouveau des États-Unis ou de l'Angleterre, par exemple, dans le système éducatif, quand il y a des difficultés, par exemple, sur la langue et l'apprentissage, c'est le cas quand on est dyslexique, en fait, il n'y a pas un focus et un blocage. On se dit, tiens, on va exploiter d'autres capacités de l'élève, on va le faire travailler sur d'autres domaines, on va être finalement un peu plus couteau suisse. En France, on va un peu bloquer sur l'apprentissage de la langue et on va un peu se dire, il y a un souci. Et ça, ça déteint sur la vie professionnelle des collaborateurs qui ont été un peu écrasés et mis en difficulté et qui du coup restent avec ce syndrome de l'imposteur toute leur vie professionnelle, soit des gens à qui on a dit oui, tu as une particularité mais tu as des forces et du coup dans l'entreprise naturellement ils les font valoir. Et donc le frein à dépasser c'est quoi ? Le frein à dépasser c'est de focuser sur la difficulté qui paraît la plus visible. Et c'est de voir les soft skills de ces personnes. Et pour ça, il faut des managers qui sont un peu affûtés et qui voient la capacité projet, la transversalité des collaborateurs, l'innovation, plutôt que de dire, tiens, lui, il fait un mail et il y a quelques fautes d'orthographe. Donc, il ne faut pas tomber dans la facilité d'évaluation, il faut avoir une vision un peu 360 des collaborateurs et les avoir mis en confiance pour ça. Comment on fait pour détecter puisque on ne le dit pas toujours, on le voit, il faut déjà se déclarer, donc il faut venir te voir et venir dire, voilà, j'aimerais avoir un poste adapté ou j'aimerais avoir un écran adapté, parce que voilà, ou j'aimerais pouvoir accéder aux toilettes en ayant peut-être des produits adaptés. Est-ce qu'il faut venir te voir ? Non. Non. En fait, il faut commencer par instaurer la confiance. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il faut d'abord donner la liberté de pouvoir le dire. Et pour ça, il faut commencer par avoir confiance en son manager, en la médecine du travail, en un groupe projet. Alors nous, on fonctionne avec des groupes projets. Moi, j'aime bien le fait que les RH, l'environnement du travail, l'IT travaillent ensemble et qu'on ait comme ça des lives, on va appeler ça comme ça, en fait, la possibilité de dire qu'il y a un projet d'amélioration des conditions de travail ensemble. Et dans ces conditions de travail ensemble, il y a aussi les particularités de chacun d'entre vous, sur quoi vous voudriez qu'on travaille. Et ce qui remonte nous permet d'avoir un plan d'action et de s'assurer que les conditions de travail vont être encore meilleures grâce à ce qui nous remonte. Et ça peut être lié à une force. Moi, j'aime bien le fait de parler d'une force plutôt qu'un handicap, qui pour moi c'est vraiment pas la bonne façon d'en parler. Sinon, on arrive à l'imposteur dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'aime bien dire qu'il y a une force, il y a quelqu'un qui a plein de compétences. Les soft skills en sont bien sûr certaines. Et il faut arriver à faire en sorte que cette confiance qu'on donne permette de pouvoir dire oui, moi j'ai une particularité qui peut être n'importe quoi, ça va de l'allergie jusqu'à quelque chose de plus grave. Donc tu vas pas
agir a priori Non. en disant tiens, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai lu l'excellente étude de Oui. Torque, j'ai vu qu'il pouvait y avoir des soucis pour des personnes qui ont des problèmes de peau, qui ont des problèmes de maladies digestives. En revanche, il y a quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est qu'il faut montrer dans un bâtiment qui est connoté à la marque de l'entreprise, qu'il y a une façon d'inclure les forces, on va reprendre ce terme, l'inclusion. L'inclusion, pour moi, est très importante. Si, par exemple, quand vous arrivez dans le bâtiment, il y a du braille, ou alors il y a un petit relief qui permet aux non-voyants de savoir qu'ils sont arrivés à côté d'un kiosque, ce genre de choses permet de dire « Ah, je suis dans une entreprise qui est attentive à ». Et donc, ça sera plus facile derrière de pouvoir parler et du coup libérer la parole. Il faut quand même avoir des marques, il faut quand même montrer qu'on est sensible au sujet de l'inclusion en général. Qu'on est sensible, qu'on a des managers qui sont formés et qu'on a banalisé l'existence du handicap. Du handicap ou de la nécessité d'adapter l'ergonomie du poste de travail. Qui n'en est pas forcément un, mais... Exactement, parce que en fait, l'idée de la banalisation, c'est de répéter en permanence par du visuel ou par des messages réguliers, ritualisés, que le handicap, il existe partout. Et dès qu'on travaille en collectif, on est forcément déjà en présence, peut-être même nous-mêmes, sans le savoir, avec des gens qui présentent le handicap ou la nécessité, encore une fois, d'adapter des outils pour mieux travailler, pour être plus efficace. Donc la mise en confiance par du management formé, sensibilisé à cela, et une banalisation, c'est les conditions pour que la déclaration se fasse plus facilement. Et derrière la déclaration, un management de proximité va aller adapter les postes de travail avec un ergonome ou pas, et va aller adapter son organisation en fonction de son équipe. Donc la clé, c'est quand même le manager, la culture de l'entreprise qui va instaurer cette confiance pour que, de manière assez banale, on dise, voilà, moi j'aurais besoin d'un matériel ou d'un outil adapté. En toute confiance, absolument. C'est ce qui ressort de l'étude. Au final, sur quoi il faut travailler principalement au sortir de cette étude, selon toi ? C'est créer des espaces, globalement, créer des espaces accessibles pour tous. Alors, en particulier, l'étude s'intéresse à l'hygiène dans les sanitaires. Donc, c'est créer des sanitaires accessibles par tous, avec des distributeurs de produits adaptés, avec des produits adaptés non allergènes, avec des codes couleurs aussi qui sont adaptés, faire attention au bruit. Voilà, c'est véritablement mettre sur le devant de la scène qu'il y a tout un tas de gens qui ont des difficultés et il faut y être sensible et créer des espaces accessibles et adaptés. Merci beaucoup à vous quatre pour ce débat. J'espère d'ailleurs que l'étude que vous avez fait paraître, Jérôme Eveira, les consciences, permettra de mieux prendre en compte donc, ces aspects d'inclusion vis-à-vis de l'hygiène. Ceux qui me connaissent savent que je suis sensible à ces sujets au quotidien. D'ailleurs, quand je visite un nouvel espace, qu'on me dit que l'humain était au cœur du projet, la première chose que je vais voir, ce sont les toilettes, parce que c'est là qu'on vérifie si réellement c'est le cas. Voilà, ou c'était le cas. Je finis en vous conseillant un guide pratique, vous allez le voir apparaître à l'écran, pour réinventer vos sanitaires, ce qui est très bien fait, que j'ai trouvé sur votre site web. Voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger. Et bien voilà, encore merci à vous quatre. Votre magazine Place de la République, c'est fini. Je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.